Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire du back, mais nous allons faire du back avec JavaScript, s'il vous plaît. Donc, comment ça va se passer? Ça va se passer avec notre ami Node.js, tout simplement, qui est un runtime, donc qui est tout simplement le moteur JavaScript que l'on peut utiliser à l'extérieur d'un navigateur. Et c'est ce qu'on va s'évertuer à faire tout au long de ce cours. Donc, qu'est-ce que c'est une API? Pourquoi est-ce qu'on va faire une API? Donc, je vous ai mis là The1000DB, qui était une API avec laquelle on a travaillé sur un ancien projet. Si vous, ceux qui l'ont fait se rappellent, les autres, eh bien, je vous le dis. Voilà. Et on a là plusieurs liens qui nous mènent à quoi? Qui nous mènent à des données. Et donc c'est ça en fait une API. Une API, ça veut dire application programme interface. Voilà, j'ai bien appris mes leçons. Et tiens, si par exemple là-dedans on écrivait chicken plutôt, parce que je me rappelle qu'il y avait plus de résultats. Alors moi, il faut savoir que là, j'ai un truc qui s'appelle JSONView, voilà, pour avoir les trucs, enfin pour avoir la présentation propre. Donc là, on a fait un appel avec le lien qu'ils nous ont donné, et regardez, en fait, l'API, eh bien, elle nous fait transiter toute une série de données, dont là, en l'occurrence, c'est sur des recettes. Et donc voilà comment ça marche. Une API, en fait, ça sert à transmettre des données, à partager des données. Donc on peut les partager avec le monde entier, comme cette API là. Elle ne demande rien du tout. Elle nous donne son lien et elle nous partage ses données de façon extrêmement généreuse. Mais on peut aussi s'en servir pour faire un usage restreint, par exemple pour faire un back-end. Quand on travaille avec React ou avec Vue, eh bien le back, on se le fait en Node.js. On peut le faire éventuellement avec d'autres langages, hein, mais si on se le fait en Node.js, eh bien comme ça on peut faire communiquer le front et le back via l'API. Donc c'est là toute la force bien sûr des API, et c'est ce que l'on va développer sans plus attendre, parce que je parle beaucoup, mais on n'a toujours rien fait. Donc là je vais mis un lien pour télécharger Node.js. Alors je préfère quand même vous dire que si vous n'avez pas encore Node.js sur votre machine, je ne vous recommande pas de faire ce cours, parce qu'il faut quand même avoir quelques petites bases en tout cas. Après, si vous n'êtes pas mauvais en JavaScript, vous allez voir que vous n'allez pas être dérouté du tout, parce que c'est exactement du JavaScript, et c'est ça qui est génial avec Node.js en fait. C'est qu'en fait, on a un seul et unique langage pour faire du front et du back. Ça, c'est la régalade. Tac, alors, on passe sur du Visual Studio Code, sur une page vierge, et qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir la console, parce que de toute façon, on va travailler quasiment que là-dessus, donc CTRL U, le U avec accent, et on va se lancer, on va commencer avec npm, hein, parce que tout se passe avec npm. Donc on fait npm init-y pour dire yes à toutes les questions qu'il nous pose. Vous voyez là, normalement il pose des questions, il nous dit version, description. Le main il nous propose si on veut que ce soit autre chose qu'un index.js, enfin, on peut l'écrire. Donc si on met yes, ça passe toutes ces questions, voilà, qui ne sont pas d'une importance déterminante dans un projet. Et donc, bon, il faut quand même se créer l'index.js pour être raccord. Tac. Donc voilà. De quoi on va avoir besoin maintenant, une fois qu'on a notre petit package.json qui attend toutes ces dépendances, qui n'a qu'une seule hâte, c'est-à-dire de travailler, eh bien, on va lui passer quelques dépendances. On va lui demander de télécharger quelques paquets. On va lui dire npm i pour install, -s pour save. Tu vas nous prendre Express, le framework Node, et NodeMon. Tiens, on va se prendre ces deux trucs. Donc Express, donc c'est le framework très léger, très facile à utiliser de Node.js, hein, qui nous évite d'avoir à écrire 10 000 lignes de code quand on veut faire genre, une requête au serveur, etc. Et NodeMon, c'est un petit gestionnaire de paquets aussi qui va nous permettre, enfin c'est pas un gestionnaire de paquets, c'est un paquet qui va nous permettre de mettre à jour à chaque fois le serveur, à chaque fois qu'on enregistre. C'est un petit truc. Donc d'ailleurs NodeMon, on va se le mettre là. Donc là, on va dire, quand on fait npm start dans le script, eh bien, je veux que tu me fasses quoi? Je veux que tu me fasses nodemon de index.js. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on va faire tourner nodemon sur le fichier, notre fichier, là, la pierre angulaire, le index.js. Essayons. npm start. Et voilà. Il nous dit quoi? Watch, path, je sais pas quoi, extension, starting, Node.js index. Voilà. Waiting for changes before restart. Très bien. Donc lui, il est prêt. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'on va enregistrer, il va faire son petit boulot. Il est très obéissant. Et ça, on peut l'en remercier. Ok, on part dans l'index.js. Et donc, avant de tout lancer, bien sûr, il faut quand même qu'on s'appelle Express. Donc on va dire Express, tu seras quoi? Tu seras tout simplement le framework Express.
OK. Et ensuite, on va se faire une const app qui sera équivalent à express. Tac. Donc comme ça, partout on appellera app, après, bah, ça sera simplement équivalent, enfin il connaîtra toutes les fonctions qui sont natives et inhérentes au framework Express. Donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? On aimerait, avant de commencer, quand même se connecter à notre serveur. Donc ce que Express permet de faire assez rapidement. Donc on fait app.listen et on va lui dire au port 5500, bah, tu m'écoutes tout ce qui se passe. Paf, on enregistre. Ah oui, non, ce qui serait bien aussi, ce serait quand même qu'on se mette un petit callback. Tiens. Parce que là, on a enregistré, il est sûrement lancé au port 5500, notre application, mais, attendez, clac, hop, non, ça c'est post, c'est pas post qu'on veut, nous c'est celui-là, voilà. Il nous dit cannot get, bon, ok, on sait pas trop ce qui s'est passé, donc on va se mettre un petit callback, c'est-à-dire que quand tu es lancé, eh bien, tu vas nous le dire, mon petit pote. Donc, on fait un console log, et on dit server started. Ok, on n'a qu'à dire, tiens, le port, le numéro du port. Hop là, on fait comme ça. Et là, j'enregistre, et voilà. On voit écrit server started 5500. Donc c'est bon, on a réussi à lancer notre serveur, et donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir peut-être une base de données, hein, pour et ensuite transmettre des données aux gens. Il va falloir peut-être que nous, on en ait une base de données, sinon on n'a rien à leur transmettre. Donc, on va se créer des models. Donc on va se mettre comme ça, models, et dans ces models, on va se créer une dbconfig, database config.js. Ok, donc avant de se lancer là-dessus, il va quand même falloir qu'on ait MongoDB. Alors, MongoDB, voilà, que beaucoup de gens utilisent, tiens, on va se mettre MongoDB Compass, donc qui est un peu comme MySQL, mais en différent, n'est-ce pas? Et là, on a, si on fait try it now, je pense qu'on est pas mal. Voilà, là sur la droite, on a plein de versions à télécharger, donc je vous laisse la télécharger, moi j'ai déjà. Je vais juste aller me le chercher, mon petit MongoDB Compass. Donc, MongoDB, voilà, c'est un petit peu comme MySQL, enfin, comme tous ces gestionnaires de bases de données. Je sais pas pourquoi je me suis mis en plein écran. Voilà, là on va se mettre comme ça. Non, toujours pas. On va attendre que ça charge, c'est un petit peu lent. Peut-être parce que j'enregistre en même temps, je sais pas. C'est très étonnant que ce soit aussi lent. Espérons que ça marche quand même. Donc MongoDB, eh bien, on va tout simplement lui transmettre notre... Enfin, c'est là qu'on va stocker en dur, en quelque sorte, notre base de données. C'est là qu'on va pouvoir tout simplement lui passer tout ce qu'on veut. Voilà, j'étais en train de meubler, mais c'est bon, on est sur la base de données. Donc, c'est terriblement lent, je sais pas ce qui se passe. C'est pas grave, on a quand même réussi. Donc là, on se retrouve sur l'interface, donc sur le localhost 27017. Tac, on est là-dessus. Donc là, il y a tous les projets, donc admin, config, ça c'est le truc qu'il y a déjà de base. Ça c'est les trucs perso. Donc ce qu'on va vouloir faire là, c'est faire create database. Voilà. Donc on va se l'appeler node API, tiens. Et collection name, donc c'est le premier tableau, la première table en quelque sorte, on va se l'appeler post, parce que de toute façon ce sera des messages qu'on va se stocker, qui après pourront être repris partout. Donc voilà. Je comprends pas pourquoi c'est si lent. Ok. Donc là, vous voyez qu'on a Node API, on y a accès aussi ici, et il y a une table post, table dans laquelle il n'y a rien, donc on peut ajouter la data si on veut, on peut se le faire à la mano, là. Comme ça, voyons, on peut lui passer un fichier JSON. On n'a qu'à dire auteur, Toto, et on peut lui passer un message. Voilà, coucou, voilà, je suis très inspiré. On insère, et regardez ce qui s'est passé. On a un auteur Toto qui dit message coucou, et avec un ID unique qui est là. Ok, bon, nous, vous verrez qu'on va pas tous faire à la main comme ça, hein. C'est pas non plus le but de l'application. Pour l'instant, on va rester comme ça. Donc voilà, notre table post, en tout cas, elle a un élément. Ça va nous permettre aussi un petit peu d'avancer. Ok, donc on a créé notre base de données. C'est bien. On est content, donc maintenant, il va falloir qu'on se crée une connexion à cette base de données, donc qu'on se la config. Alors juste pour préciser, la config, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui se la mettent en dehors, qui se la mettent même à la racine, je crois. Moi, j'aime bien mettre tout ce qui a trait à la base de données,
j'aime bien le mettre dans le models, parce que le model c'est ça en fait, c'est tous les contacts à la base de données. Donc pour moi, même la config, pour moi c'est un contact à la base de données. Après, chacun fait comme il veut. Il faut quand même savoir que Node.js est très libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore beaucoup de conventions, il n'y a pas beaucoup de choses très carrées là-dessus. C'est un langage qui est assez jeune, donc c'est encore assez libre au niveau de comment chacun organise ses projets. Donc voilà, je préférais quand même vous dire ça en préambule. Ah oui, il va quand même nous falloir commencer Mongoose. Donc Mongoose qui est un paquet qui va nous permettre de... tiens, je vais aller vous montrer un petit peu comment ça marche. Si vous n'êtes pas encore familier avec NPM et Express. Donc, quand vous cherchez un paquet, vous cherchez dans Google le nom d'un paquet, par exemple, là c'est Mongoose. On voit qu'il a été téléchargé 1 million de fois cette semaine. Donc c'est quand même assez populaire, c'est pas méga populaire, mais c'est quand même assez populaire. Et donc ça permet, Mongoose is a MongoDB Object Modeling Tool. Donc en fait, c'est lui qui va nous permettre de faire des liens entre MongoDB et notre application de façon extrêmement rapide avec des méthodes. Hein. Vous allez voir ça immédiatement. Donc on va se le prendre, Mongoose. Donc npm i-s et Mongoose. Paf. Ok. Donc je précise que j'ai ouvert un deuxième terminal hein, pour le télécharger, Mongoose. Voilà. Et là on peut toujours vérifier si on l'a, mais on l'a pas. Il est où? Attendez, je l'ai pas eu, Mongoose. np. Ah, j'ai mis 3 O, c'est pour ça. Alors npm i Mongoose. Donc voilà. Si vous avez toujours un doute, vous pouvez aller voir dans package.json. Toutes les dépendances sont là. On peut aussi se les installer uniquement pour le dev. Bon là on va pas s'embêter sur ce projet-là, mais après c'est mieux pour partitionner les choses, on va dire, pour pas faire des projets trop lourds, d'avoir des des dependencies, et aussi on peut faire pour le dev. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Là, on voit qu'on a on a nos paquets là. On a Mongoose qui est arrivé, c'est la version 5.10.7. Ok, super. Donc là, on va pouvoir travailler avec. Donc const Mongoose, c'est égal à require de quoi? Du paquet Mongoose. Hein. Tac, tout ça. Voilà, donc là, il va connaître, quand on appellera notre constante Mongoose, il connaîtra toutes les méthodes, tout ce qui a trait à ce paquet-là. Et il connaît notamment donc la méthode connect. Donc ça va nous permettre de nous connecter hyper facilement à notre base de données. Donc, on va dire MongoDB 2. // On est sur le localhost le 27017. Donc c'est toujours pareil, hein. À moins que vous le changiez vous manuellement, de base, là, il vous met là-haut, toujours sur le 27017, vous voyez. Donc on dit localhost 27017 / je l'ai appelé Node API, tout simplement. OK. Donc ça, c'est le premier paramètre que l'on met. Donc virgule. Deuxième paramètre, on dit use new URL parser, on le passe sur true. Et use unified topology, on le passe sur true. Tac, donc ça, je vais pas trop m'étendre là-dessus, déjà parce que je ne sais pas exactement ce que ça fait, mais ils mettent qu'il faut le mettre, et je crois que j'avais eu un warning en fait dans la console, ils avaient dit qu'il fallait mettre ça, donc je l'ai mis tout simplement. Enfin, il n'y a pas, des fois il n'y a pas trop à chercher. Et dernier élément, on va se faire un callback au cas où il y a une erreur. Donc, hop, si jamais, enfin, même pas si jamais, donc si jamais il n'y a pas d'erreur, on va se mettre un log, on va se dire MongoDB connected, voilà. Et par contre, si jamais il y a une erreur, on va se faire un log, on va dire connection error, et donc là, on va passer l'erreur, donc plus, on avait mis en paramètre là, vous voyez là l'erreur, ici, donc c'est une fonction fléchée, hein, tout à fait classique, et donc là, on passe l'erreur pour vérifier s'il y a un problème ou pas. Donc j'enregistre. Pour l'instant, on va pas voir grand chose, puisqu'en fait, ce fichier là, ce fichier dbconfig, concrètement, il n'est pas lancé, il n'est jamais lancé. C'est index.js qui lui surveille tout. Donc il faut qu'on lui passe le fichier dbconfig, donc on lui dit require, tu vas dans models et tu m'importes dbconfig. Et là vous allez voir, j'enregistre, et regardez là, MongoDB connected. Donc là, on s'est connecté à la base de données, on peut vérifier si ça marche ou pas. Tiens, si par exemple on avait mal écrit, on avait mis MongoDB, connection error, donc ça c'est notre message, il nous dit Mongo parse error, invalid connection string. Bon,
en disant invalid connection string, on se doute que c'est au niveau de la connexion, mais j'aime bien mettre un petit texte comme ça se fait assez souvent. Et un petit truc aussi que je voulais signaler, c'est les if, else. Là, vous voyez que bon, s'il n'y a qu'une seule ligne, on n'est pas obligé de mettre des accolades, on n'est pas obligé de mettre sur plusieurs lignes. Après, je sais qu'il y a des gens qui font comme ça aussi, même sans accolade. Voilà, il y a des gens qui présentent comme ça, sans accolade. Vu qu'on fait énormément de callback en fait dans Node.js, moi j'aime bien tout mettre comme ça sur deux lignes en fait, que ça tienne, que ce soit pas trop, que ça prenne pas trop de place, on va dire. Voilà. Après, encore une fois, chacun fait comme il veut. Si vous êtes plus à l'aise en mettant des accolades dans les if-else, il n'y a pas de souci. Ok, donc là il me dit invalide connexion, oui c'est vrai. On remet le O, voilà. On est MongoDB connected, c'est super ça. Donc, si on a réussi à se créer une connexion à notre base de données, maintenant il faut qu'on se crée un modèle à notre base de données. Donc là, on va dire que dans la base de données post, on va créer plusieurs types de messages. Donc il nous faudra un auteur, un message, et éventuellement l'heure du message, qui se mettra automatiquement, pour avoir des petits billets, on va dire, un petit peu personnalisés. Donc, ce qu'on va faire dans nos modèles, là, c'est qu'on va se créer tout simplement un post model.js. Donc, ce post model.js, on va d'abord appeler Mongoose pour travailler avec. Donc, require Mongoose, voilà, tout simplement. Et on va dire const post model, donc le P majuscule, c'est comme ça, c'est une convention. On dit que c'est mongoose.model, donc model qui est une méthode de Mongoose, tout simplement. Donc, comment est-ce qu'on va présenter donc, en fait, là, on va se créer un modèle de base de données qui sera stocké entièrement dans PostModel. Donc après, ce sera PostModel que l'on va réutiliser à souhait. Donc, comment est-ce qu'on va imaginer notre modèle de base de données? Donc, premier élément, on dit dans quelle base de données ça se trouve. Donc, nous, ça se trouve dans Node API. Vous voyez là, dans Node API, on a une table post. Donc, ensuite, le deuxième paramètre, c'est un objet JSON, on va dire en quelque sorte. Enfin, c'est même pas un objet JSON, c'est un objet tout court. Donc, dans lequel on va déclamer un petit peu tout ce qu'il y aura dans notre BD, enfin dans notre table en tout cas. Et le troisième paramètre, c'est dans quelle table ça va s'incorporer, ça se trouve en tout cas, ça sera dans la table post. Donc, premier là, on met la DB, là, on met la table, et là, on va déclamer un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'ailleurs? On va dire qu'il y aura un auteur. Donc, l'auteur, il aura quoi? Il aura un type string avec un S majuscule. Ok. Il sera required sur true. Donc, il faudra toujours qu'il soit dit. Ensuite, on aura un message. Donc, le message, c'est un type string. Il sera required sur true, d'accord? Donc, s'il n'y a pas d'auteur ou pas de message, on ne peut pas envoyer. Donc, ça, c'est bon. Et donc, j'avais dit quoi? J'avais dit qu'on mettrait une petite date pour après éventuellement les ranger par date ou faire d'autres choses. Enfin, c'est bien quand on a des messages de savoir quand ils ont été postés. Et donc, on va se faire une date de type date avec un D majuscule. Et valeur par défaut, ça sera date.no, donc objet JavaScript, tout simplement. Si vous êtes familier avec les dates, là, il n'y a rien qui vous choque. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que cet élément date, en fait, on ne le renseignera jamais, mais vu qu'il a une valeur par défaut de date.no, eh bien, il prendra à chaque fois, quand il sera créé, au moment de sa création, il prendra toujours la date et l'heure de sa création. Donc voilà, on vient de se créer un modèle. On vient de se créer un modèle de base de données. Donc voilà, là c'est extrêmement petit et schématique. Hein, c'est juste pour vous montrer vraiment comment ça se passe. Après, vous pouvez avoir des bases de données avec 20 éléments ou 30 éléments, avec beaucoup plus de choses. On peut mettre le nombre de caractères minimum, maximum, etc. Bon, on va rester sur un truc simple. Et donc, une fois qu'on a créé ce post-modèle, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh bien, il faut qu'on se l'exporte. Donc on fait un module .export post model. Donc là, notre ami le post model, on pourra y avoir accès depuis où on veut dans notre application, puisqu'on l'a exporté juste là. Alors, nos modèles sont terminés.
maintenant, si vous connaissez un petit peu l'architecture MVC, bon, c'est pas vraiment ce qu'on va faire, mais bon, en tout cas ça y ressemble. Maintenant, il nous faudrait des controllers. Alors si on voulait faire des controllers, on va quand même les appeler routes. Alors je sais qu'il y a des gens qui appellent ce fichier-là controllers. Donc voilà, il y a deux écoles. Et il y a aussi des gens qui appellent ce fichier-là routes, mais il n'empêche qu'à l'intérieur, on peut quand même nommer les choses comme si c'était des contrôleurs. Et là, on comprend qu'en fait, tout le routage de notre application se passe dans le fichier routes. En plus, il y a un petit icône là que je trouve magnifique. Donc voilà, on va appeler ça routes. Et donc, dans ce fichier routes, on va faire quoi? On va faire un post, pas en majuscule d'ailleurs, hein, post controller. Donc voilà, comme ça au moins on sait que c'est un contrôleur et c'est dans un fichier routes. On peut l'appeler controllers aussi, le fichier, si vous voulez. Si vous voulez faire models et controllers, sachez que tout de même qu'il n'y aura pas de view. Parce que view, en fait, ça nous obligerait à utiliser un moteur de template. Puis bon, c'est pas du tout le but, hein, dans une API, concrètement, il n'y a pas de vue. Notre seul intérêt, c'est de passer des données à des personnes sur Internet, etc. Donc voilà. Ceci étant dit, il va quand même falloir qu'on se mette en route. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer par récupérer, on va se récupérer ça, tiens. Et on va donc appeler Express. Par contre, là, on l'appellera routeur. Et on dira que ce sera express.router. Voilà, comme ça. Donc, on s'appelle notre framework, comme d'habitude. Et on va utiliser la constante routeur pour joindre l'objet routeur de Express. Donc, on va aller se chercher notre modèle de message, de post, donc notre post model, voilà. C'est égal à quoi? C'est égal à require de up, on sort du dossier, et on va chercher models et post models. Ok. Donc on a ça. Là, notre intérêt, ça va être, dans un premier temps, en tout cas, d'essayer de s'afficher le contenu de notre base de données. Donc bon, le contenu, il y a un message de Toto qui dit coucou, mais on va quand même se le faire. Donc, ça va faire quoi? On va faire router.get, donc méthode get. Donc la méthode get, je vous rappelle, en PHP, j'allais dire non, dans beaucoup de langages, c'est ce qui est écrit dans l'URL en fait. Donc là, quand tu auras écrit dans l'URL juste le slash, quoi, l'entrée, eh bien tu nous fais quoi? Le callback, tu nous fais rest, ça je reviendrai plus tard là-dessus, là on va pas vraiment s'en servir. Enfin si, mais je reviendrai quand même plus tard dessus. Donc on va se dire quoi? Postmodel.find, tu vas nous chercher. Donc premier paramètre, c'est si jamais il y a une erreur, bon, on se la remonte. Et deuxième paramètre, c'est s'il n'y a pas d'erreur, tu vas nous chercher la doc. Bon, on l'appelle comme on veut, hein. Là on l'appelait docs parce que c'est des conventions, ça se fait pas mal. Donc voilà. Et tiens, on n'a qu'à se le loguer. Déjà dans un premier temps, ça sera un bon début. On va se loguer docs, si jamais ça marche en tout cas, ce que l'on souhaite. Donc on enregistre. Il va quand même nous manquer un petit truc là, c'est de faire un petit export .default. Qu'est-ce qu'on s'exporte? Eh bien, on va s'exporter le routeur, hein, tout simplement. Voilà, on va s'écrire comme ça. Ah non, mais j'ai écrit export default, hein, pardon, ça c'est l'habitude de React. C'est module.export, voilà, j'ai un petit bug. Module.export hein, dans Node. Tac, donc voilà, c'est-à-dire que là maintenant, notre routeur, il est accessible depuis partout dans notre projet. Donc nous, où est-ce que ça nous arrange qu'il soit accessible? Dans l'index. Donc, si ça nous arrange qu'il soit accessible ici, il va quand même falloir qu'on se l'appelle. Donc on va dire const post routes, c'est égal à quoi? À require route slash post. Ok. Donc on a ça. Maintenant, il va falloir qu'on se crée une middleware ou un middleware. Je pense qu'on dit une middleware. C'est vrai qu'en anglais, il n'y a pas de masculin féminin, donc quand on traduit un mot anglais, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un middleware ou une middleware. Je suis en pleine hésitation, je ne sais pas. Alors, quand on hésite, faut pas hésiter longtemps. On va dire un ou une middle. On dit un middleware apparemment. Ils disent que c'est un anglicisme, donc très bien. On va dire un middleware, du coup, pour la peine. Donc, nous, on va se créer un middleware, donc c'est-à-dire que c'est c'est une fonction qui va écouter, qui va être un petit peu à l'affût de chaque changement sur rec, où est-ce qu'ils sont sur les réponses, c'est là, sur les requests et les responses. Donc à chaque fois qu'il y aura ces éléments-là qui seront appelés,
on aura notre petite middleware qui va s'agiter un peu. Donc nous, là, ce qu'on veut lui demander à notre middleware, c'est de faire un app.use donc si jamais le chemin, donc en disant ça comme ça, premier paramètre, c'est si jamais le chemin, c'est juste slash, quoi, l'entrée, eh bien, tu nous envoies en deuxième paramètre post route, d'accord? Donc là, il va se connecter comme ça à notre routeur. Il va, qu'est-ce qu'il me dit? App crash module not found. Route post, parce que là je l'ai appelé post controller, pourquoi je l'ai appelé? Hop, voilà, c'est l'habitude. Et là, ok, c'est un peu mieux. Par contre, non mais c'est bien en fait, on voit pas notre log parce qu'on n'a pas relancé l'application. Donc on lui dit de surveiller quand notre application elle est sur le slash, tu nous envoies à post-route. Post-route c'est quoi? C'est route slash post-controller. Hop, on y va. Et donc là, à route slash post-controller, on voit qu'il y a un router.get. Et quand le chemin, hop là, quand le chemin de ce router.get, c'est donc ce slash toujours, eh bien je veux que tu me fasses un postmodel.find. Donc postmodel c'est quoi? Postmodel, il sait que c'est dans la base de données Node API, il sait que c'est la table post, et qu'il y a tout ça à rendre. Enfin, si jamais il les trouve. Mais d'ailleurs, je suis en train de réaliser qu'il va pas vraiment trouver ce modèle. Mais en fait, ça va surtout nous aider à la création de ce modèle. Parce que moi, j'ai créé... Ah si, non, j'ai créé auteur et message. Par contre, j'ai pas créé date. Mais bon, ça va pas poser de soucis, enfin, j'espère pas. Donc, ok, on a lancé tout ça, et on a fait un log de docs. Donc, soit on a une erreur, après le find là, soit on se remonte une erreur, soit on a un log de docs, là en l'occurrence. Donc, ben, vérifions. On a notre localhost 5500. Hop, j'actualise. Bon, ça mouline, il n'est pas vraiment habitué à faire des rendus, hein, je vous avais dit, sur un navigateur. En revanche, là, normalement, en l'ayant fait mouliner, voilà. Il est parti nous chercher notre base de données sur Mongo, donc Mongo Connected, et paf, il va nous sortir. Donc vous voyez que la deuxième partie, là, le deuxième paramètre, docs, enfin, je l'ai appelé docs, hein, j'aurais pu l'appeler canard, hein, peu importe, eh bien, il nous sort la contenance de notre base de données, parce qu'on lui a dit un point find, voilà. Et il connaît point find, hein, il est pas chiant sur ça. Donc, si on va peut-être se faire autre chose que docs quand même, on va juste se mettre un if. Donc, si jamais il n'y a pas d'erreur, donc on va se mettre une petite condition, eh bien, tu me fais un res, donc le result, point send. Qu'est-ce que tu send en paramètre? Eh bien, on send docs, vu que docs, c'est le résultat de la requête qui est là. Donc, res.send, en fait, vous allez voir que ça va nous rendre à l'écran, ça va nous rendre un magnifique fichier en JSON, normalement. Et si jamais il y a un souci, donc si jamais il y a error, eh bien, on se met un petit message assez clair, error to get data, voilà, plus R. Ok, donc normalement on est bien, je suis un peu douteux, mais je crois qu'on est bon, j'enregistre, voilà, il nous dit connected, allons voir sur notre page ce que ça fait, et voilà. On l'a pas vu, mais ça se fait très rapidement. Vous voyez que quand maintenant on va faire localhost 5500, eh bien on a nos données de MongoDB qui sont là et qui attendent, et qui sont prêtes à être exploitées par n'importe qui. Enfin, pas n'importe qui, parce qu'on va voir ça après. Mais en tout cas, on a nos données qui sont là, c'est magnifique. Et je vois qu'en fait, il y a une date qui a été mise automatiquement. C'est à mon avis à la création du modèle que ça a été fait. J'arrive pas trop à lire là, à 10h03. Je pense que je suis en UTF plus 2. Je pense que ça a créé la date au moment où on l'a appelé à midi 03 à mon avis. Et là, ils m'ont mis 10h03 parce qu'il y a le UTF plus 2 qui n'a pas été compté. Je pense que c'est pour ça en fait. Ça met une date par défaut si jamais on ne l'a jamais renseigné. Ce qui était le cas là de du premier élément. Et d'ailleurs, regardez si on actualise. Ah non, il ne met pas la date. Il la met que dans ce cas-là. Bah, très bien, je le saurai comme ça. Ok. Donc, on a réussi à s'afficher ça dans notre localhost, sur notre serveur. On s'est affiché le résultat d'une base de données. Bon, c'est plutôt bien. On va peut-être pas s'arrêter là. On va plutôt, pourquoi pas se faire un petit CRUD. On va essayer de voir un peu toutes les méthodes qu'on peut faire avec notre ami le routeur. Donc, ajouter la data, donc pourquoi pas faire un post, et puis update de la data, et delete de la data. Et puis voilà, comme ça après on se la mettra en ligne. Alors, avant de se lancer tout ça, j'aimerais quand même que l'on paramètre un petit truc.
C'est-à-dire que là, on est sur localhost 5000, quand il y a le slash, donc oui, effectivement, ça nous affiche les postes. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on partitionne ça, on mette ça un peu plus loin au niveau du chemin. Donc c'est extrêmement simple à faire. En fait, on va aller dans index, là, et là, au lieu de dire que c'est au slash que tu me déclenches post route, on va dire que c'est à post au pluriel, donc à slash post, que tu me lances ça. Et en fait, là, notre post controllers, ici, là, on va lui dire router.get, et là, en fait, c'est comme s'il partait si vous voulez, c'est comme s'il il partait de localhost machin chouette, post, voilà. En fait, c'est comme s'il partait de ça. Voilà ce que ça veut dire. Donc, en fait, comme ça, après, tout ce qui se trouvera dans post controllers, en mettant le slash, c'est-à-dire qu'on part de post. Et comme ça, après, on arrivera à tout partitionner. Bon, là, en l'occurrence, on va faire que post, mais c'est juste pour vous montrer que c'est tout à fait possible. Et là, vous voyez, si j'enregistre, voilà. Là, on a notre base de données des messages. Et par contre, si on va sur le 5500, qu'à notre get, on n'a rien du tout. Parce que Node n'a aucune information sur cette URL-là. En tout cas, on ne lui a rien dit, enfin, on ne lui a pas donné de directive. Donc voilà. Alors, nous, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est de pouvoir poster des choses dans notre base de données, donc avec la méthode post, hein, tout simplement. Donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Si j'arrive à retrouver, voilà, on est là. Hop là, donc ça, on va fermer. On va se mettre comme ça, tiens, ça aussi, voilà. Donc, on va dire router.post. Alors, quel est le chemin qui va déclencher ça? C'est le slash. Donc, quand on sera dans localhost 5500 post, slash, donc à l'entrée, eh bien, on se fait un rec res, donc request et response. OK, comme d'habitude, notre petit callback. On se fait un const new record, c'est-à-dire un nouvel enregistrement. C'est quoi? C'est un nouveau post model, donc un objet. Il y aura quoi dans cet objet? Il y aura author. Il sera égal à rec.body.author. Je vais revenir là-dessus. Et il y aura message qui sera égal à rec, donc pour request.body.message. Donc déjà, je vais vous dire un truc, ça va pas marcher. Pourquoi ça va pas marcher? Parce que en fait, le rec.body, ça fonctionne avec body parser. Donc on va d'abord aller se mettre body parser dans notre index, donc au plus haut possible de notre application. Donc on va se le mettre ici, là, tiens, à la suite. Ah non, mais on l'a pas téléchargé. Donc on va se prendre body parser, après je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait quand on le met pas, etc. Mais d'abord, il faut un petit peu installer les choses. Donc on va faire npm i-s body-parser. Donc voilà, c'est un peu comme la méthode parse en JavaScript, donc ça permet d'interpréter du JSON. Et donc on a besoin de passer par un body parser, donc on va se faire un middleware, puisqu'on dit un middleware, et on va faire donc app.use, on va dire body parser, donc je ne l'ai pas appelé là-haut, .json. Voilà, donc on se fait un middleware pour parser tous nos éléments, donc quand il y aura du rec et du res, body parser, lui, il va faire en sorte que ce soit lisible, en fait, ces éléments-là, il va nous les mettre en JSON. Vous allez voir après pourquoi. Donc là, j'ai dit qu'on ne l'avait pas appelé body parser, donc appelons-le. Donc on va dire constant body parser, ce sera égal à require body-parser. Ok. Tac, on enregistre. Donc pour l'instant, bon, il ne va rien se passer, rien ne se passe de précis, mais on a mis body parser. Je vais vous montrer après comment ça va se présenter. Et de toute façon, vous allez vite comprendre, parce que vu qu'on n'a pas d'interface, et qu'on veut faire un post, vous allez voir qu'on passe par un programme pour pouvoir envoyer ces requêtes. Donc notre new record, on en fait quoi? On va faire un new record, donc ça va être la data qu'on va passer en post, d'accord? En rec, en request. Donc il y aura un auteur, un message, vous allez voir rapidement comment on va s'y prendre. Et donc cette data, qu'est-ce qu'on en fait après? On fait new record.save, on se l'enregistre, donc si jamais il y a une erreur, on se le met en paramètre. On se met docs si jamais tout va bien. Donc la contenance de ce qui est enregistré. On dit si jamais il n'y a pas d'erreur, on fait res.send de docs comme plus haut. Et sinon, ben, on se fait un log de error creating new data. Donc on a une erreur en créant de la data. Et on se log l'erreur. OK. Donc la méthode post, elle tient en ça. Concrètement, je vais quand même revenir sur le rec body, etc. Mais avant toute chose, comment est-ce qu'on va pouvoir se tester si cette data marche?
en méthode post, sachant qu'on n'a pas de rendu, on n'a pas d'application. Et bien pour ça, on a un site qui est super bien, qui s'appelle Postman. Alors Postman DL, on va taper pour download, et lui il va nous simuler un petit peu tout ce qu'on pourrait faire sur notre application. Donc je vous invite à le télécharger, moi je l'ai déjà. Donc c'est une installation tout à fait banale, hein, donc il n'y a pas grand chose à signaler, sinon je l'aurais fait en même temps que vous. Donc voilà, là ça mouline, on va se l'ouvrir. On se met comme ça. Et donc, Postman, c'est un petit peu magique, enfin magique. C'est en tout cas extrêmement utile quand on travaille avec Node et qu'on n'a pas spécialement d'interface front pour l'instant. Après, quand on aura une interface avec React, etc., ça sera effectivement possible, mais là pour l'instant on n'a rien. Donc vous voyez qu'on a une page de lancement qui est comme ça. Et là, si on fait un plus, on se lance un nouvel onglet. Donc on voit qu'il y a une méthode get. Tiens, qu'est-ce que c'est? Allons voir. On va se prendre le localhost, là, notre adresse ici. Donc c'est http localhost machin. Et on va dans post. Et si on fait la méthode get, qu'est-ce que ça va renvoyer? Eh bien, essayons. Et là, vous voyez, ça nous renvoie la contenance de notre base de données. En fait, ça nous renvoie le get qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? Et donc maintenant, tiens, essayons, pourquoi pas, de lui appliquer la méthode post. Donc, quand on a cette adresse-là, c'est à cet endroit que l'on déclenche le routeur.post. D'accord? Donc, notre but, ça va être de simuler en fait comme un formulaire avec la méthode post. Donc, si on veut simuler ça, on va dans body, on va dans row, et là, le texte, on le passe en JSON. Ok? Et donc là, pour s'entraîner, enfin pour faire un test, là, c'est comme si on postait un formulaire, donc on va dire auteur Patrick, et non, j'ai pas mis entre guillemets, il faut penser que dans un JSON, même voilà, là, les titres sans guillemets. Si il veut pas trop m'embêter, si, voilà, c'est bon. Et c'était quoi qu'on avait dit? Message, hello les copains. Ok, donc là, on a un objet JSON tout à fait classique. Alors on a author et message. Et si vous voyez là, on a author et message. Sauf que qui c'est qui va lui passer ça? C'est le rec.body qui va passer ça. Regardons. Donc là, on est en post, hein, je vous rappelle. Notre objet JSON est correct. On fait send. Et voilà, regardez ce qu'il nous a envoyé. Il vient de nous créer dans la base de données, donc avec un ID unique, auteur Patrick qui dit hello les copains, avec une date qui est la date de création, là, au moment où j'ai appuyé, donc oui, il y a toujours un décalage de 2 heures, là, je vois au niveau de l'UTF, c'est pas très grave. Et voilà, et ça c'est la version de la base de données, je crois. Bon, c'est pas très important, le underscore V, là, on s'en fiche un peu. Donc voilà les informations qu'on vient de se créer automatiquement, et on peut aller dans MongoDB, et là, la magie, on actualise, paf, voilà. On vient de se créer un élément. D'accord? En plus, lui, il a une date, alors que lui, il n'en a pas. Tiens, on va le supprimer, celui-là, celui que j'avais créé à la main, là. Hop là. Voilà, on n'a plus que lui, et ça fonctionne. Donc, la simulation de notre méthode post, en fait, grâce à Postman, là, que vous avez là, donc faut bien penser à mettre body, row, etc., là, JSON. Et donc là, on vient de se simuler comme si on envoyait un formulaire, sans pour autant avoir créé de formulaire de notre côté. Donc voilà, c'est extrêmement pratique. Alors, si on n'avait pas eu body parser, eh bien ça n'aurait simplement pas marché, parce qu'en fait, le rec.body... attendez, est-ce qu'on peut se le loguer d'ailleurs On peut essayer de se le faire là. On peut essayer de se faire là, rec. On va essayer de voir tout ce que ça contient, le rec. Tac, si on se met comme ça, faut peut-être se lancer le post de notre ami le postman. Là, tiens, on va dire que là, c'est Denis qui nous dit... paf, on envoie ça. Et donc là, vous voyez que Denis il a envoyé encore hello les copains, super. Et donc, de l'autre côté, ce qu'on a logué, voilà. Là, vous voyez que là, j'ai logué donc la contenance de rec. Regardez tout ce qu'il y a dans rec. C'est magnifique. Donc notre request, on peut l'appeler comme on veut, hein, c'est juste le premier paramètre de la fonction callback, hein, qu'on appelle rec. Et donc là-dedans, on peut récupérer un paquet de données. Et notamment, dans ces données de la request, on peut récupérer les informations qui ont été passées au formulaire. Alors, où est-ce qu'il est le body? Là, je sais pas du tout. Bon, vous voyez qu'il y a quand même des centaines d'informations différentes. Et donc, peut-être qu'en faisant rec.body, on y verra un peu plus clair. Essayons. Hop là, donc il faut faire rec.body, j'enregistre. On va se refaire un envoi. On va dire Élise, elle envoie
on va dire, on va changer coucou, voilà. Faire un peu original. Paf, on se l'envoie. Donc on voit que Elise, elle a envoyé coucou les copains. D'ailleurs, on peut aller checker dans notre Mongo que là, on voit que ça s'incrémente petit à petit. Donc voilà. Après, on peut imaginer que c'est une application en front hein, qui fera ces envois. Là, c'est juste qu'on simule le back. On fait en sorte que l'API se remplisse. Donc, pour revenir, pour vous montrer ce que ça fait le body.rec, rec.body plutôt. Tac, 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 on descend. Et là, on va regarder ce qu'il y a dans rec.body, donc dans le corps de la request. On a auteur, Elise, message, coucou les copains. Voilà, la magie. Et donc ça, ensuite, quand on fait rec.body.author, ben on se récupère Elise dans le formulaire. Rec.body.message, on se récupère coucou les copains. Paf, c'est stocké dans l'objet new record, on se le save. Voilà. Je ne peux pas être plus explicite. Après, si vous n'êtes pas encore familier avec ça, il n'y a pas de problème. Entraînez-vous juste à le faire et vous verrez qu'au bout d'une fois ou deux, ça sera dans la poche. Voilà. Retenez juste que Body Parser nous permet de récupérer toutes ces données et donc de les utiliser. Sans lui, on ne pourrait pas faire ça. Mais de toute façon, je crois qu'on aurait un message d'erreur. Enfin, ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, on oublie rarement Body Parser. Donc voilà, je vous rappelle que Body Parser, on l'avait mis là, et on a fait un middleware qui s'occupe de nous passer les choses en JSON juste ici. Enfin, en tout cas, lui, il comprend le JSON, et il arrive à nous transmettre les informations. Donc voilà pour cette partie. On vient de réussir à faire un post avec Postman. C'est super. Maintenant, ce qu'on pourrait avoir envie de faire éventuellement, c'est de mettre à jour les données. Alors, où est-ce qu'on est? J'arrête pas de me perdre, alors que ça, on n'en a plus besoin. Ça non plus. Ok, donc les post-contrôleurs. On vient de se faire donc ajouter des données. Maintenant, on va se faire modifier des données. Alors, si on voulait modifier des données, comment est-ce qu'on s'y prendrait? Eh bien, il y a une méthode pour ça. Qui s'appelle put. Donc, si on fait un router.put, ça veut dire modifier, tout simplement. Il comprend. Donc, pour cela, on lui passe un chemin dynamique. On lui dit pas quand tu es à slash, on dit quand tu es au niveau de slash 2.id. Donc là, c'est-à-dire que ça va récupérer l'identifiant, où est-ce qu'il est ma base de données? Là, l'identifiant unique de chaque élément, en fait, c'est ça qui va se mettre à la suite du lien. Je suis sûr que vous avez déjà vu souvent des sites comme ça, avec des URL un peu bizarres comme ça à la fin, qui sont des identifiants uniques. Donc nous, on va pointer le poste particulier, avec son ID, et tiens, je vais commenter, on va mettre pour les updates, parce que c'est vrai que put, c'est peut-être pas clair. Autant post, on sait que c'est pour créer quelque chose. Put, c'est pour faire une update, en fait, voilà. Et donc, en lui disant 2.id, on va pointer à chaque fois un ID en particulier. Et donc après, c'est toujours le même fonctionnement. On part sur un callback, on lui dit la request et le result, tu vas me les exploiter. Paf. Par contre, si on veut pointer l'ID, il va quand même nous falloir un petit truc. On va aller là-haut, on va se l'importer. Regardez bien, on va faire const object en majuscule id, c'est égal à quoi? C'est égal à require mongoose mongoose.types en majuscule point object id. Donc en fait cette méthode ou cet objet, je ne saurais pas vous dire. Enfin, en tout cas, object id là, il va faire en sorte de nous récupérer à chaque fois l'idée de l'objet. En tout cas, c'est comme ça que ça marche. Vous allez voir qu'on va l'exploiter, donc cet object id. Attendez, je me relis. Voilà, c'est comme ça, ok. Donc, notre but, là, ça va être d'exploiter cette idée. Donc, si jamais cette idée qui est dans l'URL là, il n'est pas connu, il faut quand même se protéger contre ça. Donc, on va dire, si jamais object id.isValid de rec.params.id. Donc là, qu'est-ce qu'on retourne? res.status400.send, pardon. Et donc là, on renvoie id unknown, inconnu, unknown, deux points, et on transmet l'idée inconnue, donc c'est dans les requests.param. Donc on peut faire des rec.body pour voir ce qu'il y a dans ce qu'on met en méthode post. Rec.params, c'est un petit peu pareil, mais sauf que là c'est pour récupérer éventuellement des idées ou des informations un peu plus globales. Donc
Là, on voit, on interroge si object ID is valid par rapport à ça. Vous voyez, c'est un petit peu comme une regex en fait. Là, des fois, on peut mettre la contenance d'une regex quand on fait la méthode isValid. Donc là, on interroge si cette idée, il est connu. Et en fait, non, il faut interroger s'il n'est pas connu. Donc on met le point d'exclamation, et on dit, si jamais machin chouette n'est pas connu, alors tu nous retournes idée inconnue. Voilà, tout simplement. Donc, en revanche, si jamais il est connu, donc là, on fait d'abord la vérification avant de faire l'update, le put. Si jamais il le connaît, qu'est-ce qu'on fait? Tac, on se met la ligne comme ça. Eh bien, on va dire const update record, donc met à jour l'enregistrement. On dit que author, tu es rec.body.author, parce que le put va aussi nous produire un rec.body, donc il y aura un auteur à l'intérieur, et il y aura un message, c'est ce qu'il va transmettre, rec.body.message. OK. Donc, une fois qu'on a récupéré dans un objet update record, on récupère là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Derrière, eh bien, on met à jour notre post model. Donc, il faut faire postModel.find by ID quoi? ID update, celui-ci. Tac, donc là, il va nous mettre à jour rec.params.id. En premier paramètre, donc on met l'idée du message. Deuxième paramètre, on lui met qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est $set. Donc, met en place update record. Donc tout ça, hein, c'est des choses qui ne s'inventent pas, hein, c'est bien sûr, c'est dans la doc. Et donc ensuite, on fait new true, effectivement. Et enfin, à la fin, on se fait un petit callback. Donc, encore une fois, je vous dis, hein, tout ça, je ne l'ai pas inventé. Vous trouvez ça dans la doc, vous reprenez, si ça marche, c'est bien. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Donc, le callback, comment ça marche? Tac, tac. On dit, donc, si nous n'avons pas d'erreur, donc si on est différent de erreur, eh bien, on s'envoie le résultat. Rest.send, tu m'envoies la docs, donc docs qui correspond à ce qui était passé, hein, tout simplement. Hop, sinon, else, on se fait un log, et on dit update error. Paf, on fait comme ça, et là, on s'envoie l'erreur. Ok, donc, il va falloir qu'on teste tout ça, j'espère que j'ai pas fait de faute. Mais en tout cas, bon, vous voyez que c'est un petit peu le même principe. Hein. D'abord, on met dans un objet, comme dans post, là, on met dans un objet ce qui a été envoyé. Et là, bon, dans post, en l'occurrence, on l'envoie dans save, on fait un new record. Alors que là, on fait une update en quelque sorte, c'est-à-dire que là, on se récupère l'idée du message en question. On dit new, on dit c'est true, donc en fait, c'est comme si on mettait à jour. Et paf, on s'envoie donc le update record qui est là. Ok. Testons. Alors, comment est-ce qu'on va tester? Notre ami Postman, il est là pour ça, puisqu'on n'a pas d'interface front, je vous le rappelle. Donc, on est dans /post. Et à partir de /post, là, j'avais dit qu'on mettrait un ID. Donc, on va aller se récupérer un ID. Tiens, on va prendre le message de Elise. On se récupère son ID. Hop. Donc, si jamais l'URL, il nous dit tout ça, faut bien penser à se mettre en put. Vous voyez qu'il y a get, post, put, patch, delete, copy, etc. Il y en a plein. Alors, il y en a quelques-uns que je ne connais même pas. Et toujours est-il que nous, là, pour faire des mises à jour, c'est put. Et on verra que pour le dernier, ben, vous vous en doutez, je pense que voilà, c'est delete. Mais là, on va être sur put. Donc on se met avec... donc tout ça, c'est le truc de base, hein, avant d'être contrôleur. Et donc là, j'ai dit que là, il fallait qu'il y ait un ID. Vous voyez, l'ID pour chaque élément, enfin pour pointer l'élément qu'on met à jour, hein, sinon il ne saurait pas duquel il s'agit. Donc il est là. Il est là, cette idée qu'on passe de façon dynamique. On contrôle donc cette idée existe par cette petite vérification. Si jamais il existe, eh bien là, on le rappelle une fois dans postModel find by ID and update. Vous voyez que là, j'aime ça, que moi, quand les méthodes elles parlent d'elles-mêmes, j'aime beaucoup ça. Donc find by ID and update, c'est extrêmement clair. Paf, ok. Essayons. Je parle beaucoup, mais on n'essaie pas beaucoup là. Donc put, tac, tac. On va dire qu'en fait, c'est Lucie qui a dit ça, et c'est pas Elise. Tac. Ok. Envoyons. Et là, on voit qu'il y a écrit Lucie. Donc, allons voir dans MongoDB si ça a changé. Donc là, on voit qu'il y a écrit Elise sur le dernier. J'actualise. Et voilà. On a bien Lucie. Donc, vous doutez, mais ensuite, à l'inverse, que si on avait mis une idée qui n'existe pas, tiens, genre ça, eh bien, il n'aurait pas trouvé. Il aurait envoyé ID unknown. Il aurait quand même précisé l'idée. Donc voilà, il dit cette idée, il ne le connaît pas. Donc voilà, c'est hyper bien Postman. Hein, ça évite vraiment d'avoir à se faire tout front avant.
Donc voilà, là, on a réussi la mise à jour. Mais d'ailleurs, je suis en train de me demander s'il n'y a pas une erreur. Parce que moi, je sais que j'avais eu un message d'erreur quand je le faisais. Ah, voilà. Je me disais bien que... Parce qu'en fait, ils me disent... Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est que à chaque fois, en général, quand vous codez avec Express et Node, enfin même les paquets, etc., il y a souvent des warnings. Et on vous explique le problème du warning. Donc, depreciation warning. Donc attention, il y a un truc qui est en train de se déprécier. Il me dit que find one and update and find machin. Without use find and modify option set to false are depreciated. Donc ça veut dire qu'il faut, si jamais on utilise find by ID, comme celui-ci là, si jamais on l'utilise, il faut que l'on précise que use find and modify, il faut le paramétrer sur false à chaque fois, d'accord? Donc si on veut que ce soit applicable partout, on va se faire un middleware, et on va faire en sorte que ce middleware soit le plus haut possible dans l'application, donc là dans index.js. Donc d'abord il faut s'appeler mongoose, donc on fait const mongoose égale require mongoose up, ok, donc là on s'est appelé mongoose, et donc on va faire app, non pardon, pas app du coup, on va faire mongoose.set, et donc il nous avait dit quoi? Il nous avait dit qu'il fallait mettre use find and modify, il faut qu'on le paramètre sur false, tout simplement. J'enregistre. Ok, donc là on est connecté, et vous voyez qu'il n'y a plus le message d'erreur comme quoi c'est déprécié. Attendez, on va essayer de faire une mise à jour. Tac, voilà, on se remet l'idée. On va dire qu'elle dit wesh, tac, ok, paf. Ok, donc là, allons voir si ça nous met le message encore. Non, voilà, c'est bon, ça a marché. Donc, on est bien sur ça. Je suis en train de réfléchir, il nous reste le delete. Putain, je pensais pas que la vidéo allait prendre 1 heure, mais en fait si. Comme quoi, quand on parle. Hein. Donc, si on veut faire le delete, là, vous commencez à comprendre un petit peu le principe. C'est-à-dire qu'on est sur un principe qui se rapproche. Tiens, on va se récupérer ça d'ailleurs. On se récupère la première partie là-haut. Tac. On se la met comme ça, donc on va dire que c'est un router.delete. Donc, on se récupère un ID dynamique. Tac, on vérifie si l'objet qui est passé, il correspond bien à ce qu'on a mis nous dans notre barre. Sinon, on lui dit ID unknown, ok. Et donc maintenant, la petite méthode pour supprimer, c'est un peu plus facile que mettre à jour. Si vous avez l'habitude de faire des CRUD, vous le savez que c'est toujours plus facile de supprimer. Donc on va dire find by ID and remove, donc la méthode. Et là on se fait un rec.params.id, d'ailleurs je peux le mettre à la ligne, comme celui que j'ai fait tout à l'heure. Tiens, on va faire comme ça. Tac. Donc on fait rec, donc là on se récupère l'idée, hein, là on a contrôlé déjà que cette idée correspondait à quelque chose, et donc ensuite on se récupère pour lui dire de nous supprimer. Donc en paramètre du callback, on a erreur et docs. Donc si jamais nous n'avons pas d'erreur sur ce truc, eh bien parfait, tu exécutes la suppression. Sinon, eh bien, tu nous remontes l'erreur. On va dire delete ou deleting error. Non, ça sonne pas très bien. On va mettre delete error. Ok. Paf, plus R. Ok. Donc, normalement, en faisant ce petit truc, on vérifie si l'idée est bon. Find by ID and remove. Donc là, on a notre machin. Ok, super. Ok. Essayons. Par contre, là, je suis en train de voir pourquoi ça... Il y a un truc qui clignote. Je vais tenter un format de document. J'ai du mal à refermer quelque part. Ah oui, là, lui, là, il n'est pas refermé. Tac, là. Non. Non, parce qu'il considère... Ah non, il considère que c'était lui qui était mal refermé, hein, je crois. Non. Alors, si on reprend, on a lui qui doit aller là. Donc, celui-ci, il ferme où? Déjà, lui, la personne qui ferme devant lui, ok. Je sais pas comment je me suis débrouillé pour autant m'embrouiller dans l'indentation. Voilà, ça doit être comme ça, à mon avis. Lui, il peut même se refermer là. Moi, c'est pas très propre. Ok, bon, on va se mettre comme ça. Connected, ok, bon, ça a l'air de marcher. De toute façon, on va vite tester si ça déconne, hein, les amis.
Alors là, on a une idée qui est fonctionnelle. Eh bien, on va se prendre la méthode delete. Paf. On envoie. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Normalement, bah ça a été delete. On ne s'en rend pas vraiment compte là. Par contre, si on va sur MongoDB, voilà, ça a disparu. Ok, on a mis en place une sorte de petit CRUD, enfin, ou même un CRUD, on peut le dire, sans interface pour l'instant, mais en tout cas, on l'a fait. Donc, maintenant, ce qui va être intéressant, la promesse un petit peu de cette vidéo, c'était d'en faire une API qui était joignable de partout sur Internet, ce qui n'est pourtant pas le cas. Ce qui n'est pourtant pas le cas, pour l'instant. Pourquoi? Je vous le demande, pourquoi? On va se mettre sur le côté, comme ça. Et là, on va se prendre notre petite page web. Elle est là. Non, d'ailleurs, ça va être moche. Attendez, on va s'écarter un peu. On va faire comme ça. Décidément. Voilà, bon. On va se mettre comme ça. Et on va. Donc là, on a localhost 5500. Tiens. Post, voilà. Il tourne et il envoie des choses. On peut imaginer que ça, c'est pas un localhost, mais c'est un site sur lequel on héberge quelque chose. On héberge ça, d'accord? Donc à la place de localhost. Imaginez. Je vous demande juste de faire un travail d'imagination. Donc à la place de localhost, ce soit monsite.fr. Et bien regardez, si on va par exemple sur CodePen et qu'on se crée un petit pen, tiens, voilà, new pen. Si par exemple on s'amusait à aller chercher ça, tiens, comment on ferait? On ferait un fetch. On pourrait se dire http // donc tu vas me chercher le site qui s'appelle localhost. Bon là je vous demande d'imaginer qu'on mette un vrai site, hein, qu'on ne travaille pas en local. /post. Comment on pourrait traiter ça? On dirait zen res, tu nous transformes le result en JSON. Voilà, donc c'est un fetch tout à fait classique. Et on pourrait se faire encore un zen de res et console.log de res. Tac, comme ça. Voilà, au moins pour se loguer le résultat. J'ai pas l'impression qu'il y ait de faute de frappe. Non, ça m'a l'air plutôt correct, ok. Ouvrons-nous la console. Alors, si on s'ouvre la console, hop, bon, du coup on va se mettre en plus grand. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça. Bref, 18 erreurs quand même, oui, c'est pas qu'un peu. Access to fetch at localhost 5500/post from origin https://codepen.io has been blocked by course policy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous n'autorisez pas votre site, si vous n'autorisez pas un site externe à avoir accès à votre site, eh bien, personne ne peut le faire. C'est comme si moi j'allais sur Facebook et que je leur demandais de la data. Ils vont me dire, lol, tu fais quoi? Donc, c'est tout à fait normal que chaque site soit protégé comme ça. Sauf que nous, dans le contexte de notre API, ce qu'on aimerait, c'est que ce ne soit pas protégé. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce ne soit pas protégé? Eh bien, il y a un petit paquet qui va nous permettre de faire ça. Et d'ailleurs, ils le disent là, has been blocked by course policy. Voilà, c'est Course qui gère ça. Allez, on va dans notre éditeur, hop, on se reprend la console, et on va dire npm install-s course. Là, il va nous installer le paquet course. Et donc voilà, ce petit paquet qui a été installé de vitesse phénoménale, eh bien, les amis, il va nous permettre de rendre notre API accessible sur Internet de n'importe où. Donc on va dire const course require course, ok. Une fois qu'on s'est appelé course, et bien maintenant on n'a plus qu'à en faire un middleware tout simplement. Donc il faut faire attention, il faut se le mettre avant qu'il aille, enfin qu'il puisse appliquer post-route là à ce chemin. Donc on se le met avant, on le dit là, on peut le mettre plus haut. On dit app.use et on appelle course. En disant ça, alors en mettant course sans aucune condition, ça veut dire tout simplement qu'on donne l'accès à tout le monde, on ouvre un peu les portes de notre API, et n'importe qui y a accès. Regardons immédiatement, donc là, tac, on a lancé, si on met à jour, tac, 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 voilà, regardez ce que ça affiche. Donc je rappelle que, bon, on n'y voit rien du tout là, voilà, bon, c'est un peu moche, mais au moins on voit qu'il y a un fetch donc à localhost, et qu'à la fin on fait un console log de notre response. Et regardez le console log, qu'est-ce qu'il contient? Messieurs, dames, il contient notre API qui est sur localhost. Donc imaginons qu'elle eût été sur Internet.
eh bien on y aurait également accès de la même façon, parce que là on demande un accès aux 5500. Donc voilà, nous avons créé une API. Bon, il se trouve que la data est assez limitée, elle est assez faible, mais en tout cas vous avez compris le principe. Si vous voulez faire une data avec 1000 éléments, avec des pays ou avec ce que vous voulez, eh bien ça marche de la même façon. Vous pouvez créer vos propres API, vous pouvez les partager à tout le monde, mais vous pouvez également les restreindre. On peut là, si on veut, restreindre cet accès. Par exemple, si on voulait que ce soit uniquement CodePen et rien que CodePen qui puisse le lire, et bien là, dans Cors, on lui dirait tout simplement, entre accolades, on lui dirait origin, on veut que ce soit https, c'était 2.// je crois, cdpn.io, il me semble que c'était ça qui nous disait, j'enregistre. Bon, du coup, non, du coup, on va pas vraiment se rendre compte, on va pas tout à fait se rendre compte que ça a été autorisé uniquement pour CodePen, effectivement, mais croyez-le-moi, enfin croyez-moi, c'est le cas en faisant ça, donc en mettant le site ou l'accès uniquement à qui vous voulez autoriser ça. Et donc ça peut aussi vouloir dire que si par exemple on voulait se faire un front en React, on ferait https localhost 3000 si on faisait un create React app, et donc on autoriserait uniquement l'accès à notre API à localhost 3000. Et ensuite, si on avait un site internet, on utiliserait uniquement l'accès à notre API si ça venait, c'était une page du site qui demandait, et non pas une personne extérieure. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait, cette API, ça fait également office de back. Ça vous fait un back. Là. Regardez cette architecture. On a nos modèles, les routes, l'index. Bon, là, c'est ultra limité, bien sûr. Hein. Mais sachez que j'ai quand même pour ambition d'aller plus loin, mais je préfère faire petit bout par petit bout. Donc déjà, on a vu comment créer une API, comment appeler cette API. Et donc vous voyez que à partir de là, j'ai fait dans JS, j'ai fait un log, mais si on faisait un linéaire HTML, etc., avec plein de choses, on pourrait injecter le résultat de cette API. Tout simplement. Donc voilà les amis, je vous laisse avec ça. Je vous ai mis le code source complet du projet juste en dessous de la vidéo. Dites-vous bien que si ça ne marche pas, c'est souvent que vous avez un problème au niveau de la connexion à la base de données. Donc faites en sorte de toujours mettre des logs sur toutes les actions que vous faites, faire des callbacks. Et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on y arrive. Donc essayez d'être raccord sur les noms des tables. Et logiquement, ça devrait marcher. Voilà, je vous laisse avec ça. Et puis, je vous souhaite bon code et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!